Salut fraternité citoyen. Bon, les événements sont allés très vite ces jours-ci. C'est très difficile d'en parler de façon calme et posée parce que ça évolue très vite et parce que ça engendre aussi beaucoup d'émotions, ce qui est tout à fait normal et légitime. La Russie a donc envahi l'Ukraine. C'est la première fois sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale qu'une nation démocratique est flouée par un autre État. Du coup, les réactions des gouvernements et des institutions internationales ont été très claires. Elles se sont multipliées depuis jeudi. Et du coup, avec Jennifer, on a décidé de vous parler de cette actualité, des sanctions bien sûr, des mesures prises par les gouvernements, que ce soit en France ou en Europe, puisqu'elles sont très nombreuses, elles sont très importantes. Et en quelques jours, beaucoup de choses ont été faites qu'on imaginait encore inimaginables il y a une semaine. Alors Jennifer vous détaillera dans une prochaine vidéo tout ce qu'il faut savoir sur la réponse européenne, parce que beaucoup de choses se font à ce niveau, au niveau de l'Europe ou de l'OTAN. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la réponse nationale française, sur les conséquences de la guerre en Ukraine, sur notre vie politique. À la base, je devais vous parler de l'entrée des présidents de la République en campagne, mais ce sera pour une prochaine fois. On va donc plutôt se concentrer sur l'Ukraine, et d'abord sur la réaction de la France, de la République française. Dès jeudi matin, le président de la République Emmanuel Macron a réagi à l'invasion russe de l'Ukraine dans un tweet où il réaffirmait son soutien à la souveraineté et à l'intégrité du territoire de l'Ukraine. Déjà lundi soir, le chef de l'État, Emmanuel Macron, avait réagi suite à la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des républiques séparatistes dans le Donbass, avec un autre tweet où il condamnait déjà la décision de la Russie, qu'il jugeait comme une violation de la souveraineté ukrainienne. Alors Emmanuel Macron s'est très impliqué sur le sujet de la crise ukrainienne, russo-ukrainienne, depuis plusieurs semaines maintenant. On sait qu'au début du mois de février, il est même allé à Moscou rencontrer Vladimir Poutine. Cher Monsieur le Président, cher Emmanuel, je suis très heureux de te voir. Et après cette rencontre au Kremlin qui a duré 6 heures entre le président russe et le président français, s'est tenue une conférence de presse. Monsieur le Président Poutine, comptez-vous envahir l'Ukraine et si oui, sous quelle forme? Merci pour vos réponses. D'après les retours de l'Élysée qui avaient été faits à l'époque dans les médias français, la présidence de la République française se montrait assez confiante finalement sur la capacité de discussion du chef du Kremlin. Vladimir Poutine l'a acté lui-même. Il y a des propositions utiles, il faut qu'on y travaille. Dire « je suis prêt à le faire » et ensuite trahir cette parole, il fait rarement ça pour le coup. Alors ça fait sourire bien sûr d'entendre ça aujourd'hui, surtout quand on sait que la voie diplomatique a été une impasse au final et qu'Emmanuel Macron a essayé de jouer cette carte visiblement jusqu'à la fin, puisqu'il a même tenté d'organiser un rapprochement entre la diplomatie américaine et la diplomatie russe. Mais bref, voilà, lundi, dans l'après-midi, Vladimir Poutine aurait appelé Emmanuel Macron pour lui annoncer la nouvelle. La Russie reconnaît l'indépendance des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk. Et voici une reconstitution de l'échange qu'ont eu les deux chefs de l'État d'après un article du JDD. Je voulais te prévenir de ce que je vais t'annoncer. Macron répond: je prends acte de ce que tu penses, tu as conscience de ce que cela signifie, tu es en train de mettre un terme aux accords de Minsk. Et Poutine répond oui. Macron reprend: tu sais qu'il y aura des conséquences très lourdes et tu ne devrais pas les sous-estimer. Je suis allé au bout de ce qui était possible pour éviter la guerre, tu as toujours eu le choix, et là tu viens de faire ce choix. Poutine acquiesce et répond: j'espère qu'un jour on se reparlera. Bon, sur la fin, ça fait penser un petit peu à une rupture de couple, mais quand même, on sait que depuis Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont reparlés depuis le début de la guerre, jeudi. On sait que au moins à 2 reprises, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont échangé par téléphone. Une première fois avant le week-end, ça a duré quelques minutes seulement, ça a été très bref d'après ce que nous disent les médias français. Et une seconde fois, ce lundi, pendant 1h30, le président français aurait demandé au président russe d'arrêter toutes les frappes et les attaques contre les civils, une préservation de toutes les infrastructures civiles et une sécurisation des axes routiers, notamment au sud de Kiev. Alors d'après l'Élysée et d'après les tweets du président de la République, le président russe aurait confirmé sa volonté de s'engager sur ces points. Bref, reste à savoir ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose en temps de guerre, ce ne sont que des paroles. Il faudra voir si ça se confirme sur le champ de bataille. Alors revenons à la chronologie des événements. On pouvait se douter qu'après avoir reconnu officiellement les 2 républiques séparatistes du Donbass, la Russie
allait tôt ou tard intervenir en Ukraine, comme elle l'avait déjà fait il y a maintenant une quinzaine d'années, en 2008, en Géorgie, pour les républiques d'Abkhazie et d'Ossétie. Donc jeudi à 4h du matin, Vladimir Poutine annonce qu'il lance une opération spéciale en Ukraine. C'est une véritable déclaration de guerre et les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Je vous ai déjà dit que le président de la République Emmanuel Macron avait fait un tweet dans la matinée du jeudi et qu'il avait même fait une allocution le jour même à 13h30 où il a pris brièvement la parole avec, vous allez le voir, bien sûr, la présence du drapeau ukrainien. Françaises, Français, mes chers compatriotes, cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Alors il y a plusieurs choses à retenir de cette allocution présidentielle un petit peu particulière. Déjà la condamnation de la campagne militaire de Vladimir Poutine en Ukraine, mais aussi un soutien à l'Ukraine, à sa souveraineté, au président Volodymyr Zelensky et au peuple ukrainien. Alors le but de cette allocution du président de la République, bien sûr, c'est de condamner l'agression, clairement, c'est de soutenir le peuple ukrainien, mais pas que ça, c'est aussi de préparer la suite, c'est aussi de préparer les sanctions, la riposte. On voit que l'Occident, maintenant, répond à la Russie de façon directe avec les sanctions économiques et financières, et de façon indirecte en soutenant l'armée ukrainienne. D'ailleurs, progressivement, depuis quelques jours maintenant, on voit des gouvernements soutenir l'armée ukrainienne en envoyant des armes, en envoyant du financement, d'ailleurs c'est le cas de la France. Elle s'est engagée à lutter contre les cyberattaques menées par la Russie. Elle va envoyer 300 millions d'euros d'aide financière à l'Ukraine, ainsi que de l'aide humanitaire. Elle va renforcer aussi sa présence en Roumanie, qui est un pays frontalier de l'Ukraine, qui est aussi un État membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Bref, vous voyez que face à l'invasion russe de l'Ukraine, la France et ses partenaires occidentaux, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau de l'OTAN, sont en mesure de répondre, mais sans engager un face-à-face militaire. Dans le même temps, les pays de l'Est doivent faire face à l'afflux de réfugiés. D'après l'ONU, au moins 1,5 million d'Ukrainiens ont déjà fui la guerre depuis quelques jours à peine, et on parle à terme de 7 millions de déplacés au sein du pays. Ça fait quand même 15% de la population ukrainienne. Alors on assiste à un incroyable mouvement de solidarité en Pologne, en Moldavie, en Roumanie, dans tous les pays du pourtour de l'Ukraine. La France aussi a annoncé qu'elle prendrait sa part dans la responsabilité et dans l'aide humanitaire et dans l'accueil des réfugiés. Et d'ailleurs, 8 Français sur 10 sont favorables à l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. Voilà pour la réponse de l'Occident et notamment de la France. Maintenant, il y a un autre point à aborder, c'est la campagne électorale, puisque vous savez que dans une quarantaine de jours, on va devoir élire un président de la République. Et la guerre en Ukraine chamboule totalement cette campagne électorale, puisque ça va devenir un sujet majeur, ça l'est déjà, car en plus de la sécurité extérieure du pays, ça renforce aussi les problématiques sur le pouvoir d'achat par exemple. Et la guerre en Ukraine a totalement chamboulé donc la campagne électorale, celle des candidats, mais aussi la déclaration de candidature du président de la République, qui n'est toujours pas déclarée. Alors le président sortant a jusqu'au 4 mars, théoriquement, pour envoyer sa déclaration au Conseil constitutionnel. Les noms officiels seront publiés au journal officiel le 7 mars prochain. Et Emmanuel Macron devait théoriquement se présenter et déclarer sa candidature ces jours-ci, peut-être au Salon de l'Agriculture. Samedi, t'es en meeting à Marseille. Non, mais je m'occupe de là. Bon. Pas besoin de finir cette phrase, l'Ukraine est omniprésente. Mais bref, on voit qu'avec la crise ukrainienne maintenant, c'est pas possible de faire une déclaration de campagne, donc il faut innover. Il faut maintenant assumer donc cette crise ukrainienne jusqu'au bout, et du coup ça devient difficile pour un président de la République qui n'est pas encore déclaré candidat, mais qui sera candidat. Donc en fait là, ça va être compliqué pour Emmanuel Macron d'à la fois porter la casquette du candidat à sa réélection et à la fois de celui de chef d'État, voire même chef de guerre. Déjà, qu'en temps normal, président de la République et candidat à l'élection présidentielle, c'est compliqué à cumuler. Alors là, vous rajoutez une guerre aux portes de l'Europe, c'est le level difficile. Du coup, est-ce qu'Emmanuel Macron pourra faire campagne? Est-ce qu'il pourra aller sur le terrain? Est-ce qu'il pourra faire des meetings? Est-ce qu'il pourra participer à des débats? Et puis, plus largement, il y a aussi une inquiétude concernant les autres candidats qui ont peur que cette élection présidentielle soit un peu escamotée, la campagne soit escamotée. Alors bien sûr, avec le conflit ukrainien, on va parler d'économie, de pouvoir d'achat et de sécurité extérieure, mais
les questions écologiques, les questions de sécurité intérieure vont-elles être abordées? Il y a même des gens qui se demandent si finalement l'élection présidentielle va pouvoir se tenir. Alors, je vais y répondre tout de suite. À moins que demain ce soit la Troisième Guerre mondiale et qu'on se prenne des bombes atomiques sur la tête, il y aura une élection présidentielle qui ne sera pas décalée, puisque pour décaler une élection présidentielle, c'est quasiment impossible. C'est impossible juridiquement et c'est impossible aussi démocratiquement. Bref, il y aura l'élection présidentielle, mais y aura-t-il une campagne électorale? C'est ça la question, sur autre chose que le dossier ukrainien. Alors du côté des candidats déclarés, à quelques jours de la fin des parrainages, du recueil des parrainages par le Conseil constitutionnel, on va voir leur réaction concernant la crise ukrainienne. Alors déjà, la quasi-totalité des candidats condamnent l'agression russe. Encore heureux. La condamnation totale, sans ambiguïté, de la violation de l'intégrité et de la souveraineté de l'Ukraine. La Russie a décidé de frapper l'Ukraine alors que l'Ukraine ne l'attaquait pas et ne la menaçait pas directement. Je condamne sans réserve cet usage de la force. L'attaque russe contre l'Ukraine est insupportable. La Russie de M. Poutine prend l'initiative de provoquer un recul incroyable de l'histoire sur le vieux continent. Je condamne fermement cette invasion. Par sa brutalité, elle nous éclaire de manière crue sur la personnalité de Vladimir Poutine. Mes chers compatriotes, Vladimir Poutine vient de déclencher une guerre sur notre continent. Il s'agit d'une agression sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale contre un pays européen, contre une démocratie. Je la condamne avec la plus grande force. Vladimir Poutine en porte la pleine et entière responsabilité. C'est une décision extrêmement grave du président russe. Il fait le choix de la guerre, il fait le choix de violer les règles les plus élémentaires du droit international. La condamnation ferme que j'ai fait dès hier de l'attitude du président Poutine, qui est responsable de cette situation, de cette escalade. Il en porte l'entière responsabilité, je tiens à le dire ici. C'est d'ailleurs assez rassurant que à peu près toute la classe politique condamne l'agression russe. Même des gens qui ont été accusés dans le passé de soutenir Vladimir Poutine ou d'avoir des visions pro-russes. Mais après, l'Union nationale s'arrête là, puisque bien que quasiment tout le monde reconnaisse la responsabilité de la Russie et de Vladimir Poutine dans cette agression, certains accusent également l'OTAN ou même la diplomatie américaine et Emmanuel Macron de ne pas avoir évité cette guerre. Beaucoup de gens, comme Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, reprennent des demandes d'ailleurs du camp russe pour démilitariser l'Ukraine, pour assurer que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN ou dans l'Union européenne. Il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que l'Ukraine est un État indépendant et souverain. C'est à lui et à lui seul de décider s'il veut adhérer à une organisation internationale, s'il veut adhérer à l'OTAN ou à l'Union européenne, pas à la Russie ou aux Occidentaux. Ça n'est pas comme ça que ça se passe dans le droit international. Personne d'autre, et encore moins des puissances étrangères, n'a imposé un choix à une nation indépendante. Quand même, il faut bien le rappeler là. Bref, tout ça pour vous dire que la pire réaction à cette crise, c'est celle-ci. Eh bien, d'abord, moi, je tiens à condamner les manœuvres qui ont été conduites par les puissances impérialistes occidentales, par l'OTAN, et bien sûr par les États-Unis, parce qu'aujourd'hui, là, on nous met, bien sûr, on nous dit c'est Poutine l'agresseur, etc., etc. Ok. Alors j'espère que c'est pas anti-américanisme primaire que Nathalie Arthaud dit ces conneries, parce que sinon, c'est inquiétant. Alors le truc, c'est qu'on peut tout à fait critiquer l'OTAN, l'Union européenne, toutes les organisations internationales, tous les gouvernements occidentaux, russes. C'est un droit en démocratie. On peut même promouvoir la sortie de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, de l'Union européenne, de l'ONU si vous voulez, si ça vous enchante. Mais par contre, dire que la guerre en Ukraine, c'est les Américains et c'est pas Poutine, c'est totalement faux. Et c'est une honte pour une candidate à l'élection présidentielle de dire ça. Aujourd'hui, ceux qui violent la souveraineté et la démocratie ukrainienne, ce ne sont ni les Américains, ni les Européens, ni les Turcs, ni les Israéliens, ni les Chinois, ce sont les Russes, qui en plus se justifient avec des arguments complètement tarés, totalement édifiants, et qui menacent tout le reste de l'Europe de bombardements atomiques quand même. On en est arrivé là quand même. On est de retour au temps de la guerre froide, aux pires heures de la guerre froide presque. Alors dans notre belle nation française, beaucoup de gens adorent la figure du général de Gaulle, mais peu de gens s'intéressent à ce qu'a dit vraiment le général de Gaulle. Du coup, je vous propose d'écouter ce que disait le général de Gaulle en pleine guerre froide à propos des Russes, qui étaient à l'époque des Soviets. C'était il y a plus de 60 ans, vous allez voir,
ça n'a pas pris une ride. À un certain point de menace de la part d'un impérialisme ambitieux, tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur, de le pousser à redoubler sa pression et finalement facilite et hâte son assaut. Les puissances occidentales n'ont pas de meilleur moyen de servir la paix du monde que de rester droite et ferme, que les soviets cessent de menacer, qu'ils aident la détente à s'établir au lieu de l'empêcher, qu'ils favorisent une atmosphère internationale pacifique tandis qu'ils la rendent étouffante. Alors il sera possible d'étudier avec eux tous les problèmes du monde et notamment celui de l'Allemagne. Comme quoi, il y a beaucoup de choses qui ne changent pas. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Dans quelques jours sortira la vidéo de Jennifer sur les sanctions économiques prises par l'Union européenne, sur la réponse européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour parler de l'élection présidentielle, parce que malgré tout, il va falloir en parler. Et d'ici là, je vous dis à bientôt sur WIP.